Le fait d'avoir commencé tout en bas de l'échelle, d'avoir fait tous les métiers, d'avoir réparé toutes les pannes, d'avoir fabriqué les câbles, d'avoir soudé, d'avoir... Effectivement, quand j'arrive là-bas, que je vois des gars qui ont un problème, je dis « Attends, je vais t'aider ». Mais non, monsieur le directeur, vous pouvez pas, vous allez vous salir. Costard, cravate, ça fait bizarre, mais n'empêche que le fait de pouvoir être efficace à ce moment-là, et je dis ça sans prétention, parce que c'est un chemin, et heureusement que j'ai fait ce chemin, sinon je ne saurais pas ce que je sais. Dans ce cheminement-là, tu as résumé rapidement 40 ans de carrière. Les moments qui ont été les plus, pour toi, les plus transformatifs, tu vois, les passages de cap où là, tu t'es dit, waouh, là, je suis obligé vraiment d'évoluer, de progresser, qui t'ont, en anglais, on dit stretché, étiré. Je ne saurais pas dire. Je n'ai pas de point spécial. Mon engagement, la manière dont je faisais les choses, c'est ce désir de fidélité dans l'efficacité, dans mon stretché en permanence. Ah oui. Donc, des gens m'ont dit à un moment donné, par exemple, un moment du parcours, c'était en 2000, enfin 99, 2000, les choses vont vraiment de mieux en mieux. On rachète la SFP, Société Française de Production. Et l'ancien directeur technique vient me voir et il me dit maintenant, tu sais que tu es le directeur technique d'une des plus grosses boîtes d'Europe. Donc il faut que tu t'en prennes compte, tu en tiennes compte et que tu... Voilà. Et la personne, alors ça c'est amusant, la personne que je remplaçais, que j'allais remplacer dans la nouvelle structure, hein, parce que les gens, la SFP à cette époque-là avait essayé de créer une reprise par les employés. Et donc les directeurs en place travaillaient à ça, mais ils n'ont pas réussi, je ne sais pas pourquoi. Et donc le directeur que j'ai remplacé, qui était le directeur d'exploitation, qui était un gars qui avait mine et ENA, je crois. Ok. Enfin, une vraie grosse tête au sens... J'arrive, je prends son bureau. C'est assez bizarre, ça. Par contre, oui, c'est vrai, c'est surprenant. Lui, il s'en va. Moi, je me mets à sa place dans son bureau, mécaniquement, parce que ça se passe un matin, quoi. Et il me dit, mon pauvre ami, vous n'y arriverez jamais. Vous n'avez pas le niveau. Bon. Ça, tu te dis quoi à ce moment-là? Je sais pas. Ça ne te met pas plus de pression? Non. Ok. Pas du tout. Parce que je savais déjà que cette fidélité, cet engagement pouvait changer les choses. Et ce soir, le même jour, je vais commencer à prendre contact avec les gens. C'est vrai que c'est un exercice un peu compliqué d'aller dans une boîte où t'es l'intrus. Enfin, on nous l'a dit, vous n'êtes pas les bienvenus. Donc, ok. Et je vais voir le responsable du personnel opérationnel. Il n'est pas là. Et je tombe sur son assistante. Et je vois que sur la porte, qu'elle s'appelle... je ne me souviens plus de ce prénom. Enfin bref, peu importe. Je frappe à la porte, déjà. Elle dit « Entrez », j'entre. Et un gros sourire, « Bonjour ». Je lui dis comment vous allez. Est-ce que je voudrais voir Jean-Michel, il s'appelait Jean-Michel le gars. Est-ce que, comment vous allez? Est-ce que, voilà, je suis bêtement normal avec elle, comme on l'est tous les jours, quoi. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle faisait partie du CE, du comité d'entreprise. Il y avait un CE le soir même, et auquel je n'étais pas là, mais c'est Jean-Pierre qui me l'a raconté, parce qu'il y était, et où elle dit « Je veux qu'on note quelque chose dans les minutes de la réunion. Aujourd'hui, ça fait 23 ans que je travaille à la SFP, c'est la première fois qu'un directeur d'exploitation frappe à la porte, me dit bonjour et me demande comment je vais. » Et là, je me suis dit « T'es bon, gars, t'as tout ce qu'il faut. » Incroyable. Voilà. Après, effectivement, il y avait des compétences techniques. Le fait d'avoir commencé tout en bas de l'échelle, d'avoir fait tous les métiers, d'avoir réparé toutes les pannes, d'avoir fabriqué les câbles, d'avoir soudé, d'avoir... Effectivement, quand j'arrive là-bas, que je vois des gars qui ont un problème, je dis « Attends, je vais t'aider. » Il me dit « Mais non, monsieur le directeur, vous pouvez pas, vous allez vous salir. Costard, cravate, ça fait bizarre. » Mais n'empêche que le fait de pouvoir être efficace à ce moment-là,
Et je dis ça sans prétention, parce que c'est un chemin. Et heureusement que j'ai fait ce chemin, sinon je ne saurais pas ce que je sais. Et donc, effectivement, très rapidement, en fait, simplement par la simplicité, le respect des gens, aimer son prochain comme soi-même, ça commence là aussi, et d'essayer de l'appliquer. Alors, c'est pas miraculeux, parce que, bien évidemment, on n'est pas chez les bisounours. Et il y a quand même une bande, il y avait 3 syndicats violents dans cette boîte, et il y en a qui me cherchaient des noises, forcément. Mais l'intégrité dans cette relation, et on revient toujours sur la même chose, la vérité, c'est à peu près incontestable. Au bout d'un moment, même les plus durs, ils craquent, ils se disent « mais c'est qui ce mec ?» Oui, parce que tu es sincère, ils voient que tu n'as pas de mauvaises intentions, voilà. Tu es là au service. Tout simplement. Donc à un moment, la confiance se crée. Dans le management, cette mise à disposition, cette idée d'être là pour les autres, d'essayer de ne pas avoir d'ego, on en a tous, mais de dire, quand je suis arrivé là-bas, les premières réunions que j'ai eues avec tous les subalternes, entre guillemets, ou tous les directeurs de service, etc., j'ai dit, moi, je veux être challengé. Si vous n'êtes pas d'accord avec une idée, vous me le dites. Parce que qu'est-ce qui est important? C'est d'avoir une bonne idée. C'est que l'idée soit bonne. La propriété de l'idée n'est absolument pas importante, que ce soit la mienne ou la vôtre. On s'en fout du moment qu'elle est bonne et qu'elle fonctionne. Donc, et en plus, si c'est la vôtre, on le dira, parce que il faut aussi honorer les gens qui ont des bonnes idées et qui... Donc ça, déjà, c'est tout simple de faire avancer un projet en disant... À la limite, j'avais même pas besoin de mes bonnes idées, il y en avait plein, simplement parce que je dis, moi, vos idées m'intéressent. Il n'y a que ça. Moi, je m'en fous d'être monsieur le directeur. Alors, oui, dans un autobus, il y a 62 personnes, si c'est un bus standard. Peut-être que même tout le monde a le permis dans le bus, mais il y en a qu'un qui tient le volant. Je suis celui-là, je suis désolé pour vous, je tiens le volant, mais je ne suis rien d'autre de différent que chacun d'entre vous. Sauf qu'il y a une fonction, mais cette fonction ne change rien à l'humanité, à la nature et à ce que je veux être. Et après, bien sûr qu'à certains moments, je prendrai des décisions que vous n'auriez pas envie, ou que parce que, voilà, on tient plus d'informations, on a une petite idée derrière la tête, ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, cette espèce de sincérité simple et de capitaliser aussi sur les autres, et aussi pas que capitaliser sur les autres, capitaliser sur l'idée de les faire grandir. Ils finissent par s'en rendre compte aussi. Et des gens, moi j'ai un gars qui était coursier, qui est devenu patron de la logistique, qui m'appelle, il est à la retraite, il m'appelle encore tous les ans, et il me dit, mais tu es le sauveur de ma famille. Wow. Et je dis non, je suis rien du tout, c'est toi qui es bon. Il me dit, mais t'as vu que j'étais coursier, et t'as vu que je m'organisais bien, et un jour t'es venu me voir en disant, est-ce que tu t'essayerais pas ça? Il dit, voilà. Donc... C'est un moteur pour toi. C'est un moteur pour moi. Les autres sont un moteur pour moi. Comment faire quand on a des enfants et une famille pour passer de salarié à entrepreneur? Je crois que la première étape, c'est l'étape de l'alignement. Parce qu'ils sont bien beaux, tous les formateurs et gourous de l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, c'est que pour la plupart, ils sont soit sans enfants, soit divorcés. Donc l'aspect famille et unité n'est pas très présent. Moi, je crois que c'est génial de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça a plein de vertus, il y a une liberté, il y a de l'ambition. Mais si c'est pour flinguer sa famille, je ne vois pas du tout l'intérêt. Alors moi, je crois que la première étape, c'est l'alignement. Je crois beaucoup à cette phrase, l'union fait la force. Quand le couple et par extension la famille est unie, il y a énormément de force. Et pour monter une entreprise, il faut être uni et il faut beaucoup de force. Alors ce que je te propose, c'est dans ce document gratuit, c'est un PDF très simple, je te propose 50 questions. Tu vas organiser une soirée en amoureux, faire garder tes enfants et passer du temps à deux. Alors ça peut être un week-end si vous voulez plus de temps. Et je te propose 50 questions pour vous aligner, voir si vous avez la même motivation, voir les points de friction. Imaginez les scénarios positifs, les scénarios catastrophiques. Imaginez des plans A, des plans B, des plans C, mais aussi imaginez qu'est-ce qui va se passer si ça se passe bien. Est-ce que le couple, est-ce qu'il va s'y retrouver? Comment les enfants vont se retrouver là-dedans? Quels sont les caps à pas franchir? Quels sont les rituels à mettre en place? Le nombre de vacances que vous voulez avoir ensemble, les plafonds en termes de revenus, en dessous de quoi vous ne voulez pas descendre.
Vous allez aussi aborder tous les sujets de gestion de crise, de communication, les attentes, anticiper les problèmes. L'idée, c'est de pouvoir savoir si vous êtes prêt à vous lancer, si le couple et la famille est prête à passer à l'étape d'après. Et vous posez aussi un certain nombre de questions qui vont énormément influencer le reste de l'aventure. Souvent, au début, il faut énormément de force. Alors, je te propose de télécharger gratuitement ce document, 50 questions. Il est tout simple, c'est un PDF. Tu le gardes sur le téléphone ou tu l'imprimes. Tu passes ces soirées en amoureux. Je te guide question par question pour pouvoir avancer.